propose d'attaquer tout de suite. Donc, peut-être pour donner un peu de contexte, donc tu avais des questions sur le métier de préparateur physique, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça en fait, parce que là actuellement je suis du domaine de la finance en fait, Mhm, et puis j'ai toujours été intéressé par le sport, la préparation, l'entraînement. mhm. À la base, je suis issu du uni hockey en tant que gardien. D'accord. Je suis devenu entraîneur du uni hockey depuis quelques années, et puis en parallèle, je fais du CrossFit en tant qu'athlète, enfin pour moi en tout cas. Je suis pas instructeur ou quoi que ce soit dans ce Ok. domaine-là. Tu es dans la salle Et avec. puis le Tu but, es chez Géraldine? ouais, exactement, ouais, celle qui Super. m'a appris à tenir une barre et puis à faire des squats. Et puis, elle m'a suivi en préparation personnelle aussi. Donc, c'est une super personne Mhm. qui me conseille et qui m'oriente beaucoup dans le domaine du sport. Super. Bah écoute, vas-y, je te laisse lancer si tu as des questions. Je pense qu'on a j'ai une petite demi-heure, donc fais-toi plaisir. Ouais, super. En fait, moi, tu vois, là-bas, c'est que je suis issu du domaine de la finance, en fait. Et puis, euh, le but serait une reconversion dans le domaine du sport, donc notamment de la préparation physique. Et puis, je voulais savoir si est-ce qu'actuellement le domaine est un guillemets bouché parce que tout le monde a envie de faire ça depuis notamment l'année 2020, on a vu qu'il fallait bouger et que c'était important de sortir un peu de la maison. Est-ce qu'il y a toujours de la possibilité ou bien est-ce que le monde de l'entraînement, de la préparation est un peu trop saturé? C'est une très bonne question qui revient assez souvent. Je te dirais que de ma perspective, en tout cas, il y a assez de clients pour tout le monde. On n'est de loin pas saturé. Je pense qu'on est encore sur la pente ascendante si on compare ce qui se passe en Amérique du Nord. Et même là, même avec la popularité du fitness, du sport, de l'activité physique, il y a toujours de la place pour des nouveaux coachs. Après, tu connais bien les marchés et comment ça fonctionne. Donc, c'est pas une industrie qui est régulée. Et donc, ça veut dire qu'en général, le marché, il va faire le travail de déterminer qui est-ce qui a sa place et qui est-ce qui ne l'a peut-être pas. Donc, si tu veux, c'est comme tout, hein, si tu veux perdurer dans une industrie quelconque, il faut être bon dans ce que tu fais. Ça, je pense que c'est un prérequis. Ça ne veut pas dire que tu dois être bon maintenant, mais ça veut dire que tu dois tendre vers ça et que si tu n'es pas prêt à t'investir dans ton éducation, dans tes formations, dans le temps que tu passes à te renseigner, à apprendre et à pratiquer pour devenir meilleur, eh ben, malheureusement ou heureusement, selon quelle perspective tu prends, le marché s'occupera de toi. Et donc, je pense que non, il y a de la place pour tout le monde. Le fitness en général, c'est encore sur la pente ascendante. En tout cas, de ma perspective ici en Suisse, même en France, les gens en prennent conscience de plus en plus, surtout avec les 2 années qu'on vient de passer. Et donc, je pense on est encore, je dirais pas au début, mais il y a encore largement de la place pour de la croissance. Je te dis des perspectives intéressantes pour moi, c'est il y a 10 ans en arrière, de se dire qu'il y avait principalement des jeunes qui faisaient du sport et que maintenant, tu as de plus en plus de personnes, même âgées, qui vont à la salle de sport, qui sont prêtes à se remettre en forme. Je veux dire, pour moi, 50% de mes clients, ils sont au-dessus de 50 ans, tous mes clients privés. Et donc, c'est vraiment c'est une population qui peut se permettre ce genre de service, deux, qui a le temps, et trois, qui va en bénéficier grandement, hein. Donc, je pense que ça, c'est une conscience collective qui est encore en train de se développer. Donc, non, moi, je te dirais que si tu es motivé et que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour devenir la meilleure version du coach que tu veux être, il y a largement de la place. Ok, super. Et puis, en fait, peut-être aussi pour toi, c'est quoi ton parcours en fait? Enfin, comment de quelle issue, de quelle formation, enfin, de comment tu es arrivé là, puis par quoi tu as fait l'école, et puis après tu as fait d'autres formations, puis tu t'es toujours dit que c'était le sport, la fitness, la préparation physique qui t'intéressait, ou bien tu es issu d'un autre milieu, d'un autre secteur à la base? Alors, j'ai toujours été dans le sport, moi, en tant que personne. J'ai fait des sports de combat étant plus jeune. Après, j'ai fait du foot pendant plusieurs années. J'ai fait du rugby aussi. Et après, j'ai fait du crossfit, j'ai fait de l'haltérophilie, j'ai fait du rameur indoor. J'ai toujours fait quelque chose. Et c'était au moment où après avoir découvert le crossfit et quand j'étudiais pas, mais j'achetais des bouquins. Je faisais de la peinture en bâtiment à l'époque quand j'étais au Canada. Et en gros, je passais 8 heures par jour à peindre des maisons et à écouter des podcasts sur le sport, la performance, le fitness, le crossfit. Je faisais de l'haltéro en compétition aussi à ce moment-là. Je trimballais mes bouquins dans le bus quand j'allais au boulot pour lire mes bouquins de préparation physique.
Et en gros, c'est ma femme qui m'a encouragé à ce moment-là. En gros, elle m'a dit, faut que les gens ils commencent à te payer pour toutes ces études que tu fais gratuitement ou pour toi. Et j'ai dit, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Donc, du coup, j'ai arrêté mon job peintre en bâtiment et j'ai passé un examen pour un certificat de coaching qui s'appelle Certified Personal Trainer. C'est aux États-Unis, c'est avec la NSCA, qui est une des plus grandes entités, on va dire, qui certifie les coachs. Qui est une formation de base, entre guillemets, dans le sens où tu peux aller à l'école et prendre des cours et puis passer l'examen ensuite. Moi, j'ai décidé de juste acheter le bouquin, d'étudier le bouquin et ensuite de me présenter à l'examen, qui n'était pas un examen facile, mais j'ai choisi. En gros, je ne connaissais pas du tout le milieu du fitness, des différents systèmes, des différentes certifications. Et j'ai demandé un petit peu à gauche, à droite, les gens que je connaissais qui étaient coachs auparavant. Et il semblait que la NSCA, c'était un peu le gold standard, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évoluais, qu'il y avait 2, 3 autres certifications qui étaient disponibles, mais je me suis dit autant aller pour celle qui est la plus reconnue, on va dire, parce que comme ça, au moins, ben, voilà, je coche toutes les cases et puis on est bon pour y aller. Donc, j'ai fait ça. Par la suite, après, j'ai fait pas mal de coaching de groupe et de coaching privé dans différentes salles quand j'étais à Vancouver. J'ai toujours eu des clients à moi, j'ai toujours été un petit peu à mon compte et ben, au fil des années, de plus en plus, jusqu'au point où je pense 3 ans après avoir débuté mon activité en tant que coach sportif / préparateur physique. Là, j'étais à plein temps avec mes propres clients dans un espace que je louais à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas ma salle, mais j'avais un agenda bien rempli avec tous mes clients à moi. Et à ce moment-là, on est revenu en Suisse il y a bientôt 3 ans. Et donc là, j'ai dû recommencer un petit peu à zéro. J'ai repris la préparation physique avec le rugby club ici à Nyon, que je connaissais bien parce que j'ai joué ici à l'époque. J'ai recommencé à coacher et puis j'ai développé mon activité donc ces 3 dernières années ici en Suisse. Quand j'étais au Canada, j'ai fait pas mal de tout ce qui est séminaire, formation, éducation continue. Mais il faut dire que je passe on va dire que tout le temps que je passe pas à coacher ou à m'entraîner moi, je le passe à m'éduquer parce que ça me passionne. Donc ça, c'est, je pense, je dirais pas un avantage, mais c'est quelque chose que j'ai en moi et qui me drive tout le temps. Et donc, j'ai jamais eu le souci de me dire, ah non, j'ai la flemme d'apprendre. Apprendre, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, ça fait partie de ma démarche. Je pense que c'est quelque chose en tout cas, faut en avoir un minimum si tu veux t'en sortir parce que, et je veux absolument pas simplifier le monde de la finance, mais travailler avec des chiffres, c'est une chose. Mais je pense que là où, en fait, c'est que tu as les chiffres, tu as l'aspect tangible, on va dire. Mais dès que tu commences à coacher, tu travailles avec des gens. Tu es t'es dans le service, tu es dans le service avec des personnes et tu traites avec le corps humain, qui est le truc le plus complexe qu'on connaisse. Donc, les marchés, certes, c'est compliqué, mais si tu comprends toutes les ramifications, tu arrives à peu près à comprendre pourquoi A plus B. Mais il y a encore énormément de choses qu'on ne comprend pas. Et bien sûr, tu comprends bien, je simplifie. Hein. Je ne dis pas que la finance, c'est facile et que tout le monde peut le faire bien. Mais je pense vraiment que voilà, dès que tu t'attaques au corps humain, tu es dans une dimension de complexité qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Hein. Tu parles aux gens les plus éduqués, même des chercheurs qui travaillent sur le cerveau, qui travaillent sur des parties du corps comme ça qui sont encore peu explorées et ils te disent on en sait 3 fois rien en fait. On a des idées, on a 2, 3 modèles, des hypothèses, mais au final, on a des principes, on sait que ça marche, on sait comment les appliquer, mais il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Donc, dans ce cadre-là, l'éducation continue, elle est fondamentale. En plus de ça, faut se dire que toutes les méthodes qui sont disponibles à l'heure actuelle, tu as parlé du CrossFit avec lequel tu es familier, il y a des centaines d'autres manières d'approcher l'entraînement et elles sont toutes valides on va dire, dans leur environnement d'applicabilité respectif. Et donc, à mon avis, au début, quand tu commences à coacher, la difficulté, c'est de se dire, il faut que je comprenne. Il ne faut pas que tu connaisses en détail, que tu aies toutes les certifications, etc. Mais il faut que tu comprennes les principes de base. Il faut que tu aies conscience de toutes les différentes méthodes qui sont accessibles pour induire certaines adaptations et pour avoir des effets d'entraînement. Et ensuite, il faut pouvoir raisonner
et te dire pourquoi j'utilise telle méthode et pas une autre, que ce soit le CrossFit, que ce soit une autre. Donc, il y a un travail de fond, on va dire, à mon avis, qui va se faire sur les premières années, simplement pour savoir, avec une barre, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est un kettlebell, à quoi ça sert? Du travail en sprint, c'est pour qui? Dans quelles conditions? Le conditionnement, ça marche comment? Et ça, c'est un travail qui prend du temps. Et tu pourras pas. Enfin, moi, je reflète sur mon parcours en me disant, quand j'ai commencé à coacher, je savais tout. Je savais tout parce que le pie chart de you know what you know and you don't know what you don't know, j'avais juste conscience du fait que je connaissais 3 trucs parce que j'avais fait du rugby et de l'haltéro. Par contre, toutes les choses que je ne connaissais pas encore, j'en avais pas conscience, mais j'avais le culot de dire que c'est bon, j'avais compris et puis que tout ce qu'il fallait, c'était une barre et puis faire des squats et puis que voilà, c'était la bonne formule pour tout un chacun. Et je me suis rendu compte assez vite que j'avais rien compris. Et plus tu apprends et plus tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas d'absolu, c'est tout des nuances, c'est tout du contexte, c'est tout c'est tout pour qui, pourquoi, quel est l'objectif derrière, comprendre, avoir une base de physiologie, comprendre comment le corps réagit à certains stimuli. Et après, encore une fois, ça, c'est vraiment juste sur l'aspect technique, donc l'aspect science, si tu veux bien. Et après, tu as tout l'aspect, l'art du coaching qui est comment appliquer tous ces différents principes sur le moment avec une personne qui est devant toi, comment communiquer de manière effective, efficiente avec cette personne, comment faire en sorte que les gens sachent se dépasser, mais sans aller trop loin. L'aspect communication sur le long terme, créer des relations, parce que tu crées une relation avec tes clients, avec tes athlètes, que tu dois faire perdurer sur le long terme si tu veux qu'ils adhèrent au programme et qu'ils continuent à s'améliorer. Donc, tu as tous ces aspects-là et qui sont extrêmement importants. Mais au début, c'est pas nécessairement clair qu'il y a tout ça à faire. Au début, tu te dis, ouais, on va faire, tu vois, 3 séries de 10 et puis on va faire cet exercice et cet exercice. Mais plus tu avances et plus ça prend des dimensions, à mon avis, intéressantes. Il y a énormément de profondeur. C'est un métier sur lequel tu peux te développer pendant des décennies et toujours pas arriver au bout. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est extrêmement enrichissant, mais en même temps, il faut faut mettre ton ego à la porte et il faut se dire que faut rester humble, on va dire, et faire ton petit bout de chemin tout en continuant à t'éduquer. J'ai un petit peu dévié de ta question originale sur mon parcours, mais ça me mène à aujourd'hui où mon éducation continue maintenant, c'est mon podcast, par exemple, où je vais parler à des professionnels plusieurs fois par semaine. Je vais payer pour des consultations là où dans le passé, j'aurais acheté un bouquin ou j'aurais peut-être fait une formation. Et maintenant, je vais chercher un expert et je vais aller m'éduquer comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière de faire, c'est juste celle qui me convient à ce moment-là dans le temps. Je referai certainement des formations. Et donc, on va dire, ma façon de m'éduquer sur le sujet a évolué dans le temps et je pense qu'elle continuera d'évoluer dans le temps. Un peu comme se dire que si on parle de revenus pour une entreprise, pour arriver à ton premier million de chiffre d'affaires, tu ne vas pas pouvoir employer les mêmes méthodes pour arriver à 1 milliard de chiffre d'affaires. Tu vas devoir pivoter, shifter, changer d'approche. Donc voilà, il faut rester flexible, mais en même temps, il faut être résolu dans ce que tu veux apprendre. Et donc, j'ai continué à faire ça. Et aujourd'hui, je dirais que la majorité de mon temps, c'est du coaching privé avec des personnes soit à la salle, soit à domicile. J'ai une partie de préparation physique avec tout ce qui est des testings physiologiques que j'effectue avec donc des athlètes, que ce soit CrossFit, sport d'endurance ou autre. Donc, plus en matière de consultant, on va dire, soit avec l'athlète directement, soit avec un coach qui travaille déjà avec cet athlète pour leur apporter des éléments complémentaires au niveau de la programmation, au niveau du suivi des progrès ou des besoins de l'athlète à ce moment-là. Et tout ce que je fais à côté, ma chaîne YouTube, mon podcast. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à ta question sur mon parcours. Ouais, c'était top, là, c'était complet. Ensuite, comme question, tu disais que tu as vécu au Canada. Mm-hmm. Quelle est la différence entre l'Amérique du Nord typiquement et la Suisse si on compare au niveau du coaching? Est-ce que c'est un peu plus déjà développé? Est-ce que la Suisse suit un peu la même tendance que l'Amérique du Nord où on est sur totalement une autre manière que ce soit de coacher, de motiver ou de suivre même que ce soit un client ou un athlète? C'est assez similaire et c'est totalement différent?
Je pense que si tu veux regarder sur le macro, il y a, je dirais, pour être large, entre 7 et 12 ans de retard ici en Europe et en Suisse par rapport à ce qui se fait aux États-Unis et en Amérique du Nord, simplement du fait que c'est une industrie ou un secteur qui est beaucoup moins mature ici, qui, comme je t'ai dit, quand moi je suis parti de Nyon ici en Suisse pour aller au Canada, il y avait une salle de fitness ou peut-être deux, et tu avais des grandes chaînes, mais tu n'avais pas grand-chose d'autre. Et je suis arrivé j'étais à Vancouver, donc c'est une grande ville, mais je veux dire, voilà, tu as des fitness à tous les coins de rue. C'est vraiment, ça fait partie de la culture, c'est beaucoup plus développé. Ce qui veut dire encore une fois que tu auras des coachs qui auront passé beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'années à raffiner leurs approches. Et donc, que tu auras certainement des coachs qui seront en moyenne meilleurs, si tu prends la partie du haut, en moyenne meilleurs qu'ici, mais simplement, je pense, pour une histoire de temps. Je pense que l'accessibilité à l'information, elle joue aussi dans le sens où la majorité de toute la recherche est en anglais. La majorité des grands ouvrages, ils sont en anglais. Et donc, tu vas avoir cette barrière de langue quand même, surtout pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Qui veut dire que faut attendre que quelqu'un les traduise pour pouvoir y avoir accès ici. Donc ça, c'est une autre barrière à mon avis. La façon dont les coachs opèrent, encore une fois, comme je te dis, il y a pas deux coachs qui opèrent exactement pareil. Donc mais je pense que du fait de l'expérience supplémentaire, des années supplémentaires, de la maturité du secteur, tu vas avoir des approches qui vont être, à mon avis, un petit peu plus poussées que ce que tu vois ici. Mais après, tu as aussi des tendances générales qui diffèrent peut-être sur certaines choses avec, encore une fois, tu as des microcosmes un petit peu avec, par exemple, si tu regardes ce qui se passe dans le college football aux États-Unis, tu vas avoir une certaine approche de faire les choses au niveau du renforcement, au niveau de ça, ou que ce soit sur le foot ou d'autres. Voilà, quand tu es dans un environnement universitaire, tu as certaines contraintes et puis tu as certaines structures au niveau de la mise en place des coachs et de comment ils apprennent et comment ils appliquent ce qu'ils apprennent, leurs méthodes, etc. Puis après, tu as le secteur privé. Donc, tu as aussi beaucoup de nuances, même en Amérique du Nord. Ce n'est pas tout pareil et tout le monde pareil. Mais pour revenir au macro, je pense de manière générale, on a plusieurs années de retard au niveau du développement du secteur ici. Notamment dû au fait qu'on a commencé plus tard, entre guillemets, où on a commencé à s'y intéresser plus tard. Ça a été, à mon avis, culturellement beaucoup plus présent en Amérique du Nord depuis bien plus longtemps qu'ici. Alors qu'avant, ici, tu disais que tu allais à la salle, tu disais, ouais, tu vas faire du bodybuilding, qu'est-ce que tu fais? Alors que maintenant, on comprend, non, juste aller à la salle, voilà, un petit peu de muscle, un petit peu de cardio, et ça a des effets qui sont importants et pertinents sur tous les aspects de la vie pour tout le monde. Donc ça, on le comprend de mieux en mieux, à mon avis. Ouais, je pense que l'accès à l'information et l'âge du secteur fait qu'on est un petit peu en retrait. Mais encore une fois, si tu es prêt à aller chercher l'information, si tu as la chance de comprendre ou de lire ou de parler l'anglais, déjà, ça va t'ouvrir pas mal de portes. Mais après, voilà, il faut être prêt à aller chercher un petit peu plus loin que ce qui est juste devant nous, entre guillemets, ou disponible ici. Je parle de la Suisse directement. Si tu veux te mettre à jour avec les dernières choses qui ressortent. Mais voilà, c'est du travail qu'il faut faire. On en revient toujours donc au principe de si tu es motivé, tu trouveras la motivation de suivre, de te mettre à jour. Et puis, celui qui se laisse un peu mener par le courant, il ne va pas, entre guillemets, pas faire long, puis ses méthodes seront un peu vite dépassées, quoi. Ouais, et je pense vraiment que c'est pas, tu peux pas juste te laisser emporter. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Parce que, parce que tous les coachs ne sont pas égaux du fait simplement que les situations peuvent être extrêmement différentes. Un coach indépendant qui va aller trouver sa propre clientèle, qui va devoir fidéliser ses clients, qui va devoir s'adapter aux différentes personnes qu'il a devant lui. Et je fais une comparaison peut-être un petit peu simpliste, et c'est de loin pas pour dénigrer les gens qui travaillent dans les chaînes de fitness, mais tu compares ça à quelqu'un euh, qui va être engagé pour vendre des abonnements à l'accueil et puis montrer une routine sur les machines qui a été prédéfinie
et qui n'a pas besoin de changer parce que c'est ce qu'ils vendent et ils sont très contents avec ça et qui ne va pas nécessairement aller plus loin et chercher plus loin. Donc là, tu as deux coachs, entre guillemets, qui vont être très différents. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne qui travaille dans une chaîne de fitness ne peut pas faire le travail supplémentaire pour s'éduquer, pour être meilleur. Mais tu as le contexte qui fait qu'elle n'est pas nécessairement forcée à le faire. Et donc, tu peux très bien te laisser emporter, entre guillemets, ou porter par le courant dans un contexte comme celui-ci. Mais ça veut certainement dire que tu vas peut-être pas gagner autant qu'un coach indépendant qui allait un petit peu plus loin dans sa démarche, parce qu'en plus, tu travailles dans une plus grande structure, une structure qui a quand même comme intérêt final de faire des sous au travers des différents abonnements qui vont vendre pour des gens qui viennent à la salle ou pas. Et donc, c'est peut-être pas la même dynamique, on va dire, sur le haut de l'échelle par rapport à ça. Mais de manière générale, si tu veux être épanoui dans ce que tu fais, tu vas devoir bosser pour continuer à progresser et à t'améliorer, à mon avis. Ouais. Et puis là, tu parlais de, je pense qu'il y a un retard entre l'Amérique du Nord et la Suisse. Donc, j'imagine qu'au niveau de la formation, c'est un peu la même chose. Donc, celui qui se forme en Suisse, qui ne va pas chercher plus loin, est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, qu'ils sont de clones, qui ont tous appris la même chose, de la même façon, et puis qu'au final, ceux qui ne vont pas chercher plus loin sont tous un peu, expliquent un peu tous la même chose sans les chercher trop loin, pas plus loin. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup moins de possibilités de formation en Suisse que typiquement si on prend le Canada ou les États-Unis. Alors, de manière générale, oui. Après, en formation de base, je te dirais que honnêtement, la formation de base, c'est la moins importante de toutes. Pour moi, la formation de base, c'est celle qui fait mettre le pied à l'étrier. C'est celle qui veut dire que quand tu vas avoir une compagnie d'assurance et que tu veux être assuré pour tes services en tant que coach, eh ben, ils vont te le valider parce que tu as un certificat. Mais autrement, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose. Et ça, je l'ai vu. Ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le secteur du fitness et de la performance et de la santé. Ma femme est nutritionniste, elle est formée au Canada et on a une entreprise aussi qui traite de ça en ligne. Donc, ça fait 10-15 ans qu'on est dans le secteur de la santé, on va dire. Et c'est extrêmement clair pour nous le fait que le certificat que tu as, les lettres que tu as après ton nom, personne n'en a rien à foutre. Il n'y a aucun client, en 8 ans, 9 ans de pratique, il n'y a aucun client qui m'a jamais demandé t'es certifié avec qui, qu'est-ce qu'ils ont comme formation. Ils n'en savent rien. Donc, le certificat que tu as ou que tu fais ou que tu mets sur ta bio Instagram, c'est pour faire plaisir aux autres coachs. Ce n'est pas pour toi et ce n'est pas pour tes clients. Et donc, la première formation, c'est vraiment la moins importante de toutes. Il faut te dire que c'est vraiment le travail que tu vas fournir après cette première formation qui va faire que tu peux te différencier des autres. Après, c'est clair qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, qu'il y en a des plus complètes que d'autres. De ce que j'ai vu sur le cursus en Suisse, avec FitzPro notamment, il semble qu'ils aient une bonne approche, à mon avis, de manière générale. Je connais un ou deux des instructeurs qui sont des personnes qui savent, encore une fois, qui ont de l'expérience, qui savent de quoi ils parlent. Et après, mais voilà, tous les cursus ne sont pas les mêmes, tous les profs ne sont pas les mêmes. J'irais jusqu'à dire que une formation, la qualité d'une formation va être en grande partie dépendante de la qualité de l'instructeur. Et ça, à mon avis, c'est vrai pour le secteur dans lequel on se trouve, c'est vrai pour les enfants à l'école aussi. Mon gamin, il a été en école privée, il a été en école publique, et ben, il a eu des profs de merde en école privée, des profs de merde en école publique et des super profs en école privée et des super profs en école publique aussi. Donc, c'est ça une des choses qui me mène à dire ça. Donc, et puis là-dessus, tu ne peux pas vraiment choisir et tu ne sais pas vraiment en avance avec qui tu vas tomber. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai choisi celle qui était la plus reconnue, apparemment la plus renommée et qui pourrait peut-être être transférable à l'étranger si nécessaire, ou en tout cas qui serait assez reconnue pour que ça me serve à quelque chose. Mais au-delà de ça, c'était vraiment juste un rite de passage, si tu veux. Il faut cocher cette case-là, il faut avoir une assurance pour faire les choses bien. Et à partir de là, c'est là où le vrai travail commence, on dira. Ok. Ah, top, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et puis, avant, tu parlais aussi par rapport au rugby.
Ça, c'est une filière qui m'intéresserait peut-être plus spécifiquement. Ça serait la préparation physique en équipe, donc Mhm. individualisée, mais pour un groupe ou une structure. Euh, Comment ça se passe? Enfin, est-ce que plutôt en Suisse, on a plutôt tendance à les clubs engagent un préparateur ou bien est-ce qu'ils le mandatent? Donc, quelqu'un qui a déjà sa salle ou sa structure et elle est mandatée pour passer. Ou les grosses structures, si on prend des clubs de hockey, de foot, typiquement, si on prend la Suisse, ont plutôt tendance à contractualiser à une personne, à l'employer que pour une équipe. Ça va vraiment dépendre de l'équipe avec laquelle tu parles et du niveau et du sport. Il y a vraiment du tout ou rien ici en Suisse. Comme tu l'as mentionné, tu as des sports où il y a de l'argent, le foot, le hockey, le ski, le tennis. Et tu as des sports où tu n'as pas d'argent, par exemple le rugby. Moi, j'ai Mhm. clairement pas fait la prépa avec Nyon pendant 3 ans pour ce que ça me ramenait en termes de… C'est pas ça qui payait les factures. C'était clair depuis le début, hein. De toute façon, c'était jamais le rêve ou la désillusion pour moi. Et j'en avais parlé franco avec eux au début en disant que voilà, j'ai pas beaucoup de clients, je reviens en Suisse et donc je préfère passer du temps à coacher avec vous que de rien faire à la maison. Et en plus, ça me donne de l'expérience, ça me donne un peu de visibilité, accès au réseau du club aussi, bien sûr. Et c'était clair que là, on en est au point où je vais plus avoir le temps de pouvoir prendre cette préparation physique en charge, simplement parce que mon agenda, il est plein. Et encore une fois, quand tu mets côte à côte ce que je vais pouvoir facturer à mes clients en coaching privé et après ce que je vais pouvoir ramener d'un club, il faut se le dire, hein, c'est un club qui est amateur, c'est un club qui… Il y a très peu de clubs en Suisse, même en rugby, qui vont mettre des fonds pour un préparateur physique. Donc, ça dépend vraiment du secteur dans lequel tu es. Et puis, c'est clair que plus tu parles de niveaux qui sont hauts et donc qui pourraient potentiellement soit engager un coach, soit mandater un coach ou une salle, et il faut de l'expérience, il faut montrer patte blanche, il faut certainement connaître des gens dans le milieu aussi. Donc, ça, je dirais que si tu veux en faire ton métier, faire préparateur physique à plein temps pour des sportifs, il faut se dire que les sportifs, c'est ceux qui ont en général le moins d'argent. C'est ceux qui sont le moins prêts à payer pour des services comme ça. Souvent, c'est des gens qui sont un petit peu plus jeunes aussi, donc ils sont pas dans une situation pour pouvoir se le permettre. Donc, au début, pour moi, c'était… Et je pense que, de toute façon, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. C'est pas la manière de faire pour tous, mais pour moi, ça a toujours bien fonctionné. C'est qu'au début, tu fais les choses gratuitement, tu montres ce que tu vaux et tu gravis les échelons petit à petit comme ça. Mes premiers clients en coaching privé, c'était des amis et c'était gratuit. Et après, ils m'ont mis un petit témoignage sur ma page Google. Et puis après, j'ai commencé à demander tant. Et puis après, j'ai demandé plus de témoignages. Et puis après, j'avais ma réputation. Et puis après, tu peux monter les échelons comme ça. Mais euh, pour être très, très franc, je te dirais que débuter en préparation physique uniquement et espérer en vivre, c'est, à mon avis, pas raisonnable comme approche, qu'il faut soit être extrêmement bon et avoir extrêmement beaucoup de chance et avoir le réseau parfait pour que ça marche, soit il va falloir de la patience, de diversifier un petit peu, comme tu diversifierais un portfolio, tu vas diversifier tes services pour justement avoir un certain équilibre, peut-être commencer avec principalement du coaching privé, qui encore une fois, soit privé, soit de groupe, ce qui te convient, ce à quoi tu vas pouvoir avoir accès ou faire dans ton contexte. Et à côté, peut-être un petit peu de préparation physique avec une ou deux équipes. Peut-être au début, c'est du pro bono et peut-être au fur et à mesure, tu peux dire, voilà, ils sont très contents de toi, ils veulent te garder. Donc là, tu peux leur demander 50 balles à chaque fois que tu es là. Et puis petit à petit, tu peux monter quelque chose sur quelques années. Mais honnêtement, de faire une formation et d'aller droit dans de la préparation physique avec des athlètes à plein temps, à mon avis, c'est très, très loin de la réalité, si je vais être très franc avec toi. Ouais, top. Ouais, bah, justement, c'est pour ça que c'était le but aussi qu'on discute, ça peut voir un peu Parce qu'il y a toujours ce qu'on aimerait, puis comment y arriver. Donc, ce serait plus une finalité que tu fais après, justement, avoir ton réseau, ta structure, tes Mhm. témoignages, ton expérience. Et tu commences justement en équipe plutôt pour te former, t'habituer à un groupe. Mhm. Et puis après, justement, tu te fais ton réseau et puis ta reconnaissance pour après grimper les échelons, si on résume ce que tu as dit là. Ouais, et je pense que tu as l'avantage de déjà être dans le sport, tu as l'avantage de déjà coacher dans un contexte sportif, donc tu vas vraiment avoir un avantage par rapport à d'autres qui
font une reconversion, mais qui ont peut-être aucun passé d'encadrement, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, j'avais aucun passé d'encadrement, mais j'ai fait sergent-major chef à l'armée. Donc, je sais parler à 150 personnes s'il faut. Et donc, ça, mais faut se le dire, quand tu es avec une équipe, c'est une des choses qu'il faut savoir gérer, c'est une équipe, c'est un groupe de personnes. Et voilà, dans un contexte où tu as des gens qui vont vouloir faire, tu en as d'autres qui veulent peut-être un peu moins, et tu as tous les différents caractères, etc. Donc ça, c'est vraiment une part importante de la préparation physique, à mon avis, qui est sous-estimée. On se dit, ouais, il faut bien connaître la théorie, les méthodes, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Mais non, si tu peux connaître tout ce que tu veux, si tu ne sais pas gérer ton groupe, tu es mort. Tu es mort dès la première séance. Et ça, tu peux pas, ça va être dur de le regagner derrière. Donc déjà, tu as cet avantage-là. Et ouais, comme tu as dit, il faut mettre un pied dedans et il faut gentiment se développer, il faut être patient. Et il faut essayer comme on a dit, c'est un jeu de marché. Donc, il faut essayer de faire le meilleur boulot possible pour que les gens en voient la valeur, pour qu'à terme, ils soient prêts à tu vois, soit que le club te réengage, soit tu as des athlètes qui vont commencer à te demander, même sur le côté, à dire, ouais, c'est vachement bien ce qu'on fait, mais j'aimerais bien un programme personnalisé, est-ce que tu peux faire ça? Ça, j'ai eu plusieurs joueurs du club avec qui j'ai travaillé en direct comme ça aussi, au travers, juste, si je n'avais pas été prépa physique pour le club, je n'aurais pas eu accès à ces personnes-là et à ces opportunités-là. Donc, ouais, je pense qu'il faut être patient et faut travailler dur et faire du bon taf. Et si tu fais ça et que tu as un petit peu de chance, les choses se passeront bien. Top. Est-ce que tu as encore le temps pour une dernière question? Vas-y, Je vois que dernière. l'heure avance. Mais, C'est parti. pour toi, c'est quoi la satisfaction, la plus grande satisfaction que tu as avec ton métier? Est-ce que c'est de suivre une personne, de voir l'évolution d'une personne, voir bouger les gens, ou bien c'est de pouvoir vivre de ta passion? C'est quoi la plus grande satisfaction que tu as depuis le nombre d'années que tu es dans le milieu? Pouvoir passer la majorité de mon temps à côtoyer des gens qui sont prêts à se développer et à être meilleurs et à continuer à se développer, à se challenger et dépasser leurs propres limites ou de comprendre des choses par rapport à eux-mêmes sur certains mouvements, sur tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement aussi, avec tout ce qui est au niveau de l'hygiène de vie, de l'importance du sommeil, le management du stress, qui est la réalité pour beaucoup de personnes en coaching privé. Tu es loin de chercher la performance à tout prix. Il faut manager le fait que voilà, ils ont un boulot, ils sont stressés, ils ont des enfants, ils dorment peut-être pas bien. On est dans une période difficile en plus, donc il y a énormément de choses qui se passent. Mais voir des gens qui continuent à avancer, et à se développer et à le faire de manière positive, tout en sachant que ce que je peux leur apporter au niveau du sport et du fitness, eh ben, c'est quelque chose qui va leur être utile et tu peux pas faire sans pour le reste de leur vie, quoi. Et donc ça, c'est vraiment super de se dire que peut-être pouvoir avoir un impact positif sur la vie d'une personne, 2 personnes, 10 personnes, 30 personnes et plus, et de pouvoir faire ça au quotidien, pour moi, je dirais que c'est ma plus grande satisfaction, que ce soit dans la performance où tu as des gens qui vont vraiment chercher leurs propres limites avec toutes les conditions environnementales et environnantes qui vont leur permettre de le faire, et les personnes qui veulent juste aller un petit peu plus loin malgré toutes les contraintes environnementales qu'elles ont. Si je devais en choisir qu'une, ce serait ça. Top alors. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant, toutes ces réponses. Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. C'est déjà plus clair. Je repars encore avec des clés en plus. Parce que là, j'ai un peu relancé tout mon réseau sportif de préparateurs, de personal trainer, aussi des joueurs pro aussi, comment eux se font entraîner. Donc là, je suis en train d'étendre le filet pour prendre de plus en plus d'informations de tous les milieux. Donc, c'était vraiment super cool de prendre un moment pour me répondre à toutes ces questions, en tout cas. Écoute, c'est un plaisir. Comme je t'ai dit, j'enregistre et je mettrai ça sur ma chaîne YouTube parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de monde aussi qui peut-être s'y intéresse de près ou de loin et qui ont certainement des questions qui sont similaires aux tiennes. Et je voulais juste dire par rapport à ce que tu viens de mentionner, le fait d'avoir une approche extrêmement large et d'aller chercher dans plein de domaines différents, dans le domaine du sport, toujours de la santé, et d'essayer de faire ta propre synthèse de ce que tu trouves, c'est ce qui va te permettre d'aller le plus loin et d'avoir, à mon avis, la meilleure approche de manière générale. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle
Et je le vois beaucoup dans le CrossFit, donc je le dis, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toi ou pour même Géraldine ou d'autres qui sont dans ce milieu-là, que je côtoie toujours, tout le temps d'ailleurs. C'est un monde que j'affectionne particulièrement. Mais tu as de plus en plus, j'oserais pas le dire parce que je ne sais pas s'il y en avait moins avant et qu'il y en a plus maintenant, mais il y a, à mon avis, trop de coachs qui se cantonnent à une méthode, à un seul truc, à une approche, parce que c'est le truc qu'ils ont appris ou c'est le truc qui, eux, leur ont changé la vie. Et donc, pour eux, il n'y a que ça et ils vont rester là-dedans et ils vont fermer les yeux sur tous les autres trucs qui sont à disposition. Alors que, comme je t'ai dit, c'est tous des outils et ton but à toi en tant que coach, c'est d'avoir la plus grande la boîte à outils avec le plus d'outils possible, pas un seul outil. C'est comme quand on dit, quand tu donnes un marteau à un bébé, ben, il y a tout qui devient un clou. Et ben, il ne faut pas avoir qu'un marteau. Donc, fais en sorte d'avoir le maximum d'outils possible. Et pour ça, il faut que tu ailles voir sur différents horizons, différentes pratiques, différents coachs et pas tout prendre at face value, mais il faut te faire ta propre opinion des choses. Et comme je t'ai dit, c'est pour ça que ça prend du temps au début parce qu'il faut voir beaucoup de choses différentes et pour en comprendre les principes sous-jacents. Et à partir de ça, après, tu peux vraiment faire quelque chose d'intéressant. Nickel. Alors, je vais continuer dans cette route-là alors. Super. Merci Miguel, c'était un plaisir. Merci beaucoup, hein. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Ciao.